Super, donc bonjour à tous. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui pour le réseau Expert Portugal sur le sujet donc, de l'expatriation au Portugal et plus particulièrement sous l'angle de la retraite. Donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine en France, donc j'accompagne mes clients sur l'ensemble de leurs sujets patrimoniaux, que ce soit l'optimisation, la diversification de l'épargne, la structuration du patrimoine, l'optimisation de la fiscalité, la protection des proches, la transmission. Et en ce moment, on a de plus en plus de clients depuis quelques années qui souhaitent s'expatrier. Le Portugal fait partie des destinations attractives, donc je les accompagne dans la réflexion en amont, la structuration de leur patrimoine, la mise en œuvre des solutions et faire évoluer les choses dans la durée. Donc la première question On commence du coup, Rachel? Oui, oui, on commence, Olivier. Donc la première question qui se pose souvent, c'est pourquoi partir au Portugal? On part avant tout au Portugal pour ça, donc pour la qualité de vie qu'on va y avoir, pour le climat, pour la nourriture, pour le coût de la vie qui va être inférieur à la France, puisque quand on s'expatrie au Portugal, notamment avec des retraites françaises, forcément, on va avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Il se trouve que le Portugal a mis en place un certain nombre de dispositifs très attractifs pour attirer les étrangers d'un point de vue fiscal. Évidemment, on rappellera jamais assez qu'on ne s'expatrie jamais uniquement pour des raisons fiscales, parce que s'expatrier pour bénéficier de ces avantages, ça veut dire couper les liens avec la France. Donc, forcément, pour pouvoir accepter de faire ça, il faut se trouver bien dans le pays, vouloir s'y intégrer. Historiquement, c'est surtout des retraités qui partaient au Portugal, mais depuis quelques années, on a beaucoup de personnes de la tranche d'âge 30-40 qui s'expatrient. Le Portugal est très attractif pour les entrepreneurs, pour le milieu des startups. Il y a beaucoup de freelances qui vont s'installer là-bas. Il y a des événements phares de la tech qui se déroulent au Portugal, comme le Web Summit à Lisbonne. Donc, c'est vraiment à la fois une destination dynamique et à la fois une destination qui bénéficie d'un historique fort. Donc, les deux choses qu'ont mis en place le Portugal pour attirer les étrangers, c'est d'une part le statut RNH, résident non habituel, dont on va parler longuement aujourd'hui, qui concerne les résidents d'Europe, donc les Français. Il y a un autre dispositif qui est celui du Golden Visa, qui est là plutôt destiné aux étrangers hors Europe, principalement les Asiatiques qui sont attirés par ça, qui permet en fait d'obtenir un visa temporaire de séjour au Portugal en contrepartie d'un investissement assez important de l'ordre de 500 000 euros, que ce soit dans l'immobilier ou sur des placements financiers. Ils ont un visa pendant 5 ans, ils peuvent circuler comme ils veulent dans toute l'Union européenne et au bout de 5 ans, ils peuvent avoir un permis de séjour définitif. Donc nous, aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à ce qui concerne les Français et donc de manière générale, mais principalement sous l'angle quand même du départ pour la retraite. Donc la présentation que je vais dérouler, je vous propose le plan suivant. Donc d'abord, on va s'intéresser au régime de faveur RNH, voir quels sont les avantages qu'il apporte, qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier, combien de temps ça dure, etc. On verra quelques points qui me paraissent importants sur les aspects civils et fiscaux à prendre en compte dans le cadre d'une expatriation au Portugal. Et enfin, on verra que faire les sujets, que faire de ces placements quand on veut partir au Portugal. Et je vous parlerai de quelques solutions de revenus complémentaires qui me paraissent moins intéressantes dans le contexte actuel. Donc, le régime résident non habituel, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2008, après la crise financière de 2008 au Portugal, pour attirer les étrangers. Pour faire simple, c'est un régime de faveur qui permet aux Français qui partent au Portugal de n'avoir aucun impôt au Portugal sur leurs revenus de source étrangère pendant une dizaine d'années, pendant 10 ans, d'une part. Et d'autre part, pour ceux qui vont travailler sur place, que ce soit en tant que salariés ou en tant qu'indépendants, de bénéficier d'un taux d'imposition maximum, d'un taux fixe en fait de 20% sur tous leurs revenus du travail, qui leur permet d'échapper au barème de l'impôt sur le revenu portugais, qui est quand même assez violent par rapport au barème français. Donc ça, c'est les grandes lignes. Après, on va voir que dans le détail, c'est jamais une exonération d'impôt total et il reste toujours de toute façon un impôt à payer quelque part. Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime quand on part au Portugal, il y en a trois. La première, c'est de ne pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 années précédant votre expatriation. La deuxième, c'est devenir effectivement résident fiscal portugais. Donc, ça veut dire soit y avoir une résidence habituelle,
soit y résider la majeure partie de son temps, mais il faut forcément être résident fiscal portugais pour en bénéficier. Le troisième point important, c'est que ce n'est pas un régime de droit, ce n'est pas quelque chose qui s'applique automatiquement. Pour en bénéficier, il faut faire une demande au ministère des Finances quand on arrive. Et pour faire la demande du bénéfice du régime, vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit votre expatriation. Donc, si on rate cette date, c'est plus possible. Une fois qu'on rentre dans les cases, qu'on bénéficie de ce régime, le régime il va s'appliquer pendant 10 ans. C'est une durée qui n'est pas renouvelable. Par contre, si au bout de 10 ans, on quitte le Portugal, on retourne vivre 5 ans dans un autre pays, on revient, on remplit à nouveau les conditions, dans ce cas-là, on peut bénéficier à nouveau du régime. Pendant ces 10 ans, on peut repartir vivre dans un autre pays 2 ans, 3 ans. Ça ne met pas fin au régime. Si on revient au Portugal, on continue de bénéficier du régime de faveur pour le temps qui reste à courir dans les 10 ans. Enfin, ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour continuer de bénéficier de ce régime, il y a quand même des déclarations à faire au Portugal. Donc, même s'il y a des revenus qui vont être exonérés, il faut quand même faire ces déclarations tous les ans. Il y a des formulaires spécifiques à remplir. Et si jamais on ne remplit pas ces obligations déclaratives, le régime peut être éventuellement remis en cause. Donc, comme je disais, le principe du régime de faveur, c'est pas d'impôt sur les revenus étrangers. Donc, vous êtes français, vous partez au Portugal. Le Portugal n'imposera pas vos revenus français, n'imposera pas vos intérêts, vos dividendes. C'est la règle. Alors, pour ce qui est des retraites, c'était comme ça jusqu'en 2020. Depuis 2020, le dispositif a été un petit peu rendu un peu moins favorable. Donc maintenant, pour un retraité qui part en France, il va avoir ses retraites imposées au taux de 10%. Donc c'est plus zéro, c'est 10%. Néanmoins, ça reste quand même très avantageux. C'est un régime qui s'applique uniquement à vos retraites privées. Donc quelqu'un qui serait issu de la fonction publique, qui était professeur, qui était médecin, qui est médecin à l'hôpital, qui était fonctionnaire, s'il a des retraites publiques, les retraites publiques, elles restent imposées en France au barème normal. Enfin, quand vous êtes retraité au Portugal, il y a un prélèvement, enfin quand vous êtes retraité de toute façon, il y a un prélèvement à la source de cotisation sociale qui est fait sur votre retraite, qui est de 9,1% en France. Du coup, quand on part, on a aussi une diminution de ce prélèvement à la source des cotisations sociales en France. Pour ce qui est des autres revenus qu'on peut avoir, si on part au Portugal et qu'on garde des salaires en France, pour le coup, donc pas d'impôt au Portugal sur vos salaires. Par contre, les salaires ils vont être imposés en France selon le système qu'on appelle la retenue à la source. C'est un système qui est différent du prélèvement à la source et qui est plutôt plus pénalisant. On arrive à des montants mensuels prélevés plus importants parce que les taux sont plus forts et parce qu'il n'y a pas d'application du quotient familial. Donc, voilà pour ça. Ce qui est intéressant quand vous partez au Portugal pour la retraite, comme je disais, c'est qu'il n'y aura pas d'impôt au Portugal sur vos revenus du patrimoine français, donc que ce soit des intérêts, que ce soit des dividendes à percevoir, 0% au Portugal. La France appliquera un prélèvement à la source, par contre, sur ses revenus de 12,8% sur les dividendes, de 10% sur les intérêts. Donc, en fait, au lieu d'être imposé à 30%, comme si vous étiez en France sur ces revenus, on est imposé à plus de la moitié et uniquement en France. Pour ce qui est de l'impôt sur les plus-values, là, ce n'est pas forcément plus avantageux parce que quand vous avez des titres en France, si vous les vendez, vous faites une plus-value, ils vont être imposés au Portugal au taux de 28%. C'est le taux local. Donc là, on a un tout petit gain parce qu'en France, c'est 30%. Au Portugal, ce sera 28%. C'est un peu moins, mais ce n'est pas non plus la panacée. Si jamais vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous détenez plus de 25% du capital d'une entreprise, là, si vous voulez matérialiser vos plus-values, vous serez de toute façon imposé uniquement en France pour les participations importantes. Pour ce qui est des revenus fonciers français, donc vous avez des biens locatifs en France, vous les gardez quand vous partez au Portugal, vous continuez de percevoir des loyers, ils vont rester imposés uniquement en France. Donc pour rappel, quand on a des biens locatifs, on est imposé pas sur les loyers qu'on perçoit, mais sur le bénéfice qu'on perçoit, c'est-à-dire la différence entre les loyers moins les charges. Et en France, c'est très fiscalisé. C'est la tranche marginale d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, pour quelqu'un qui est dans une tranche à 30, on arrive à quasiment 50% d'impôt sur ses loyers.
sur le bénéfice imposable. Et plus on monte en tranche, on peut arriver à 60%. Donc, c'est très fort. Quand on s'expatrie, on bénéficie d'un régime qui est généralement, pour la plupart des cas, sauf pour ceux qui ont des revenus très faibles, plus avantageux, parce que vos bénéfices fonciers, ils vont être imposés à un taux minimum un minimum, ça s'appelle taux minimum, mais c'est aussi maximum. En gros, ça va être imposé à 20% jusqu'à 26 000 € de bénéfices imposables et à 30% au-delà. À ça, on va rajouter une cotisation sociale de 7,5% seulement au lieu de 17,2%. Donc, ça veut dire que les revenus fonciers en provenance de France, ils sont imposés soit à 27,5%, soit à 37,5%, contre 50 ou 60 pour quelqu'un qui est basé en France et qui perçoit ses revenus de source, ses revenus français comme résident français. Donc là, il y a un avantage, mais c'est la même chose, quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel vous vous expatriez. Pour ce qui concerne l'assurance vie, si vous avez des assurances vie françaises, vous faites des retraits, c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire simple, mais même si j'essaie de faire simple, ce ne sera pas simple. J'en suis désolé. Donc, pour rappel, l'assurance vie, c'est une enveloppe très attractive pour y loger son épargne, puisque l'argent qu'on y place reste disponible à tout instant. On peut faire des retraits, des versements quand on veut. Au sein de l'enveloppe, on peut investir sur toutes les classes d'actifs qu'on veut. On peut investir en actions, on peut investir en obligations, en immobilier. En France, il y a un fonds euro à capital garanti. Et le principe, c'est qu'il n'y a aucune fiscalité tant qu'on laisse les sommes dans l'enveloppe et qu'on ne fait pas de retrait. Quand on fait un retrait, on n'est jamais imposé sur le capital qu'on a versé. Par contre, on est imposé sur le gain, sur la part de plus-value. En France, cette plus-value, si vous faites un retrait quand le contrat a moins de 8 ans, le gain est imposé à 30%. Si on fait un retrait après 8 ans, le gain est imposé à 24,7%. Parfois 0 après 8 ans, parce qu'il y a des abattements qui font que pour des retraits moyens, on va payer que 17,2%. Voilà, ça c'est le système en France. Au Portugal, il y a également des assurances vie qui existent. Le système de l'assurance vie est tout à fait reconnu. Et le Portugal impose les gains d'assurance vie à 28%. Donc quasiment la même chose que les contrats qui ont moins de 8 ans en France. Au Portugal, il y a moyen d'avoir une imposition un petit peu plus faible sur les produits d'assurance vie dans certains cas. C'est si au moment où vous faites le retrait, le capital constitué, il est constitué de versements qui ont été faits en majorité pendant la première partie de la durée de vie du contrat. Donc, par exemple, vous avez un contrat qui vaut 100 000 €. Si au moment où vous faites le retrait, il y a 35 000 € sur les 100 000 € que vous avez versés pendant la première moitié de la durée de vie du contrat, donc pas dans les dernières années, vous allez bénéficier d'un taux avantageux. Ce taux avantageux, il est de 22% si votre contrat a entre 4 et 8 ans et de 11% si votre contrat a plus de 8 ans. Donc, dans tous les cas, c'est la fiscalité portugaise sur les assurances vie est un petit peu plus favorable que la fiscalité française. Elle peut être beaucoup plus favorable si on a ouvert le contrat d'assurance vie avec un versement initial assez important. Le seul cas où ce n'est pas favorable, c'est si vous avez versé dans le contrat d'assurance vie au dernier moment et vous faites un retrait après 8 ans. Voilà. Donc ça, c'est la règle de base. Après, il y a beaucoup de gens qui déclarent leurs revenus d'assurance vie au Portugal comme des intérêts. Donc, selon la case où vous allez faire votre déclaration de revenus, ça ne va pas être le même système qui va s'appliquer. Si on les déclare comme intérêts, là, c'est hyper favorable parce que du coup, le Portugal ne va pas imposer vos revenus et il y aura simplement un prélèvement à la source en France de 12,8% avant 8 ans et 7% après 8 ans. Néanmoins, ce n'est pas hyper contrôlé, mais si le fisc portugais regarde, il va vous requalifier parce qu'il va vous dire est-ce que vous avez déclaré ce n'est pas des intérêts, c'est des produits d'assurance. Voilà, désolé, c'est un peu compliqué, mais l'assurance vie, c'est jamais simple parce qu'il y a des différences aussi en fonction des dates de versement que vous effectuez. Pour ce qui concerne les revenus de source portugaise, donc là, on a parlé des revenus que vous percevez de l'étranger. Si vous partez au Portugal pour travailler au Portugal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, vous allez être imposé sur vos revenus à un taux fixe de 20%. Vous avez le droit à ça seulement si vous êtes dans un secteur d'activité qui est dit à haute valeur ajoutée. Pour le savoir, c'est simple, il y a une liste
qui est émise par le gouvernement portugais. Soit on est dans la liste, soit on n'y est pas. Cette liste, elle est très, très large. Il y a beaucoup d'activités. Néanmoins, il n'y a pas toutes les activités. Donc là, je vous ai mis des exemples de professions qui permettent de bénéficier du taux de 20%. Donc, quand on est médecin, ingénieur, professeur d'université, directeur, technicien dans certains secteurs, ça marche. La liste, elle est régulièrement mise à jour. Par exemple, début 2021, ils ont enlevé les architectes de la liste et ils ont fait rentrer la profession d'agriculteur. Donc, il faut voir si on rentre dans les cases ou pas. Si jamais on ne rentre pas dans les cases, si on n'est pas profession à haute valeur ajoutée, là, en fait, on n'a aucun régime de faveur sur ces revenus du travail de source portugaise et on est imposé au barème de l'impôt sur le revenu portugais qui fait très mal par rapport au barème français. Là, je vous ai mis à gauche le barème portugais, à droite le barème français. Donc, ce qu'on voit au Portugal, c'est qu'à partir de 37 000 euros de revenus annuels, on est dans la tranche à 45% d'impôt. Donc, chaque euro supplémentaire que vous gagnez après est imposé à 45%. En France, pour atteindre la tranche à 45%, qui chez nous est le maximum, il faut gagner 160 000 euros par an. Donc, il y a une grosse différence et c'est tout de suite plus fort au Portugal. Alors, attention aussi si vous y allez comme retraité, parce que donc, pendant 10 ans, ça va être super, vous n'avez payé que 10% d'impôt sur vos retraites. Mais par contre, après 10 ans, si vous restez au Portugal, vous sortez du régime RNH et là, vos retraites, elles vont être du coup imposées comme tout le monde au barème. Et donc, selon les montants, ça peut faire assez mal comme fiscalité. Quand on s'expatrie de France, faut faire attention à l'exit tax. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut vous concerner. Pour le Portugal, c'est assez simple. Ça concerne les gens qui sont majoritaires au capital d'une entreprise, qui détiennent plus de 50% d'une capitale d'une société ou qui ont des portefeuilles titres importants dont la valeur va dépasser 800 000 euros. Le principe, c'est de voir quel impôt vous auriez payé en France si vous vendiez vos titres avant de partir. Donc, l'impôt, c'est 30% de votre plus-value latente. Et le fisc vous dit, en gros, vous partez. Quand c'est au Portugal, il y a une déclaration à faire. Il faut déclarer faut déclarer vos plus-values latentes, en gros. Par contre, on ne vous demande pas de caution, pas de payer quoi que ce soit. On vous dit simplement, si jamais vous vendez vos titres, vous partez au Portugal, si vous vendez vos titres avant 2 ans ou avant 5 ans selon les montants, on vous réclamera l'impôt français comme si vous aviez vos titres avant de partir de France. Si vous conservez vos titres 2 ou 5 ans au Portugal et que vous les vendez après, on s'en fiche, c'est la fiscalité normale qui s'applique. Donc ça, c'est pour éviter que des dirigeants notamment ou que des gens qui ont des plus-values importantes partent dans des pays où il y a une fiscalité très faible sur les plus-values et échappent à l'impôt français. Concrètement, avec le Portugal, ce n'est pas hyper attractif puisqu'on l'a dit, les plus-values, c'est 28% au lieu de 30%, donc le gain n'est pas hyper énorme, mais il faut quand même faire les déclarations si jamais ça vous concerne en partant. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière, il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière au Portugal. Par contre, il y a quelque chose qui s'y rapproche fortement, qui va venir toucher uniquement le patrimoine immobilier portugais qui s'appelle l'AIMI. Donc, en France, pour rappel, si vous avez un patrimoine immobilier qui dépasse 1 300 000 euros, vous êtes imposé à l'impôt sur la fortune immobilière, à un barème progressif sur l'ensemble de votre patrimoine immobilier mondial. Si vous partez au Portugal, vous serez toujours soumis à l'impôt sur la fortune immobilière en France, mais uniquement pour vos biens français. Au Portugal, si vous avez de l'immobilier au Portugal, vous êtes imposé à ce qu'on appelle l'AIMI, c'est une sorte de taxe foncière supplémentaire, si votre patrimoine immobilier portugais est supérieur à 600 000 euros pour une personne seule ou 1 200 000 euros pour un couple. Ça ne concerne que les biens portugais, mais là encore, le barème est plus fort qu'en France, puisque en France, pour atteindre 1,5% d'impôt annuel sur le patrimoine, il faut avoir 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Au Portugal, à partir de 2 millions d'euros de patrimoine immobilier portugais, on est déjà au taux de 1,5%. Enfin, pas enfin, mais presque enfin, sur tout ce qui… Un autre attrait important du Portugal dont on parle beaucoup, c'est exonération de droits de succession et de droits de donation. Donc, pour rappel, en France, on est bien sûr très fortement taxé sur les donations, les successions. Pour les transmissions à un enfant en ligne directe, il y a un abattement de 100 000 euros en franchise de droit. Et ensuite, on est imposé à un barème, on est imposé à 20%
pour le patrimoine jusqu'à 550 000 euros, en gros, 30% entre 550 000 et 900 000, 40% entre 900 000 et 1,8 million et 45% au-delà. Si ce sont les frères et sœurs, les héritiers, ou si on veut transmettre à des cousins, cousines, voire des amis, là, c'est quasiment spoilateur, entre guillemets, puisqu'on peut atteindre 60% de droits de succession. Au Portugal, il n'y a aucun droit de succession, 0% en ligne directe. Donc, quand on transmet à ses enfants, quand on transmet à son conjoint, c'est 0. Et si les héritiers, c'est d'autres personnes, quelles qu'elles soient, plus éloignées, c'est uniquement un droit de timbre de 10%. Donc, c'est hyper avantageux sur ce plan-là. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir bénéficier de ça. Et c'est quand même assez rare pour un Français de pouvoir, même si vous êtes expatrié au Portugal depuis 20 ans, hein, c'est assez rare si vous êtes Français de pouvoir bénéficier de ces exonérations. Pourquoi ? Parce que la France, elle va chercher toujours à taxer votre patrimoine en France. Elle ne vous oublie pas, même si vous êtes loin depuis plusieurs années. Donc, si vous êtes résident fiscal français, vous décédez, il n'y a pas de sujet. Où que soient vos héritiers dans le monde, la succession, elle est taxée sur tous vos biens mondiaux en France. Si jamais vous vous expatriez au Portugal, mais vos héritiers, ils sont toujours en France, vos héritiers, de toute façon, votre succession, elle va être taxée en totalité en France, comme si vous aviez été en France. Le seul cas où vous allez pouvoir bénéficier de cette exonération de succession, c'est vous êtes non résident fiscal français au moment de votre décès. 2, vos héritiers ne sont pas situés en France et ils sont dans un pays où il n'y a pas de droit de succession. Et 3, vous n'avez plus aucun bien en France, parce que même si vous êtes hors de France, vos héritiers sont hors de France, si vous avez du patrimoine immobilier ou financier en France, la France va taxer ce patrimoine. Donc voilà, si on veut vraiment, si on veut traiter ce sujet, si on veut vraiment, si c'est important, on ne peut pas payer d'impôts en France, c'est une fixation, il faut ne pas habiter en France, les héritiers ne doivent pas arrêter en France et il ne faut pas avoir de patrimoine en France. L'autre souci, c'est la définition de la résidence fiscale. C'est-à-dire que vous pouvez très bien habiter au Portugal depuis 10 ans et la France peut très bien dire oui, mais OK, mais pour nous, pour les successions, on vous considère quand même comme résident fiscal français, donc on va vous taxer sur l'ensemble de la succession. Il se trouve qu'il y a une convention fiscale entre la France et le Portugal pour ce qui définit tout ce qui est l'imposition des revenus, c'est ce qu'on a vu auparavant. Pour savoir si vous êtes résident portugais ou résident fiscal, du coup, dans le cadre de cette convention, c'est des critères successifs. Quand on remplit un critère, on s'arrête, on ne va pas voir les autres. Donc, le premier critère, on va regarder où est votre foyer d'habitation permanent. Un foyer d'habitation permanent, c'est simplement un logement que vous avez à disposition à tout instant. Vous pouvez aller dedans si vous avez envie. Donc, si vous avez un appartement au Portugal, vous êtes résident portugais, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez gardé un pied-à-terre en France dans lequel vous pouvez aller quand vous voulez, on pourra considérer que vous avez aussi une résidence habituelle en France et donc vous allez être, chaque pays va considérer que vous êtes résident fiscal. Là, on va aller voir le critère suivant et on va regarder où sont vos centres d'intérêt vitaux. Là, c'est plus compliqué à déterminer parce qu'on va regarder à la fois des critères d'ordre économique et à la fois des critères d'ordre personnel. Donc, on va regarder vos relations familiales, où sont scolarisés vos enfants. On va regarder votre consommation d'eau, d'électricité. On va regarder éventuellement où est-ce qu'il y a des débits de carbone plus importants, où est-ce que vous êtes le plus intégré. Et voilà, donc en fonction de ça, on va déterminer d'où vous êtes. Si ce critère ne suffit pas, il y en a 2 autres. Mais clairement, le plus simple, c'est d'essayer de s'arrêter au premier et donc d'essayer d'avoir simplement une résidence habituelle au Portugal et donc de ne pas garder de pied-à-terre disponible. Ça peut être des biens loués, mais pas un pied-à-terre où vous pouvez aller en France parce que sinon, il peut y avoir des conflits et on va sur des critères qui peuvent être plus difficiles à respecter. Donc voilà pour le revenu. Le problème pour les successions, c'est qu'il n'y a pas de convention. Donc ça va être le droit français qui va s'appliquer pour savoir d'où vous êtes résident. Et la France, elle dit, voilà, on a des critères pour vous considérer comme résident fiscal. Et si vous remplissez l'un de ces critères, même un quel qu'il soit, on vous considère comme résident fiscal français. Dans ces critères, il y a le centre de ces intérêts économiques. Donc, si vous avez des revenus qui proviennent principalement de la France ou si vous avez la majorité de votre patrimoine en France, notamment immobilier, la France va pouvoir dire, même si ça fait 20 ans que vous habitez au Portugal, elle va pouvoir vous dire, monsieur, pour votre succession, on vous considère comme résident français et on taxe votre succession.
Donc la conclusion que ça, c'est que c'est pas du tout automatique cette exonération de droit de succession au Portugal, que si on veut en bénéficier, on peut, mais ça demande vraiment de couper les liens avec la France. Et que de toute façon, la succession, ça s'organise en amont. Il y a des choses à faire pour l'optimiser. Donc, que ce soit faire des donations anticipées, en démembrement de propriété, en pleine propriété, mettre son patrimoine en société pour pouvoir faire des donations progressives tout en gardant le contrôle des biens. En France, on peut investir en forêt, par exemple. Les investissements en forêt sont exonérés de droits de succession. Il y a plein de choses à faire, mais il faut anticiper et le mettre en place. Donc, si on résume les avantages d'être résident portugais, soit dans le cadre du statut RNH, soit simplement on n'en bénéficie plus ou on n'en bénéficie pas, mais on est au Portugal, on voit que c'est quand même effectivement plus avantageux sur le plan fiscal que de rester en France. C'est hyper intéressant donc, pour les retraités, pour ceux qui vont percevoir des retraites françaises. Attention toutefois, après 10 ans, quand on sort de ce régime, donc on est imposé au barème. C'est plutôt intéressant, c'est même intéressant pour tout ce qui est revenus fonciers, donc que ce soit les plus-values ou que ce soit les revenus d'immeubles situés en France que vous avez. C'est intéressant pour tout ce qui est revenus du patrimoine, intérêts, dividendes. C'est neutre pour les plus-values. Et l'autre point qu'on n'a pas vu où c'est très intéressant, c'est pour les crypto-monnaies. Donc à ce jour, pour les investisseurs non professionnels en crypto, les gains sont totalement exonérés au Portugal. Donc ça, c'est top. Bon, par contre, ça va sans doute changer parce que là, depuis le début de l'année, le gouvernement a annoncé sa volonté de mettre en place quand même une fiscalité sur les crypto-monnaies. Et les successions, on en a parlé, c'est très avantageux, mais uniquement si on arrive à cocher toutes les cases. Une autre question qu'on me pose souvent dans le cadre des expatriations, c'est à quelle caisse de sécurité sociale je vais être attaché. Donc, si vous partez au Portugal pour la retraite, vous resterez affilié à la sécurité sociale française. Il n'y a pas de débat. Il faudra quand même vous inscrire à la caisse portugaise parce que c'est elle qui va prendre en charge vos soins pour le compte de la sécurité française pour les soins que vous ferez au Portugal. Par contre, vous pouvez revenir en France à tout instant pour vous faire soigner, vous serez remboursé normalement. Et si vous allez en voyage dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est la caisse française qui prendra en charge les soins. Et c'est la France qui reste compétente pour vous donner votre carte de sécurité sociale européenne. Si jamais vous allez au Portugal pour travailler, vous êtes actif, là, ce n'est pas la même chose. Dans ce cas-là, vous ne serez plus du tout affilié à la caisse française, vous serez 100% à la caisse portugaise. C'est elle qui prendra en charge tous vos soins au Portugal pendant vos séjours en France et à l'étranger. Il faudra rendre votre carte vitale en France. Dans cette configuration, si vous y allez pour travailler, ça peut être et que vous prévoyez un jour de revenir en France, ça peut être intéressant de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Ça permet d'assurer une continuité des droits, tant pour la prise en charge de vos soins que pour le paiement des trimestres pour la retraite. Donc, à voir selon vos projets, mais ça peut être opportun. Quand on s'expatrie, au-delà des aspects fiscaux, il y a des points de vigilance à avoir sur le plan civil. Donc, on a parlé de ce qui se passait sur le plan fiscal, sur les successions. Mais avant de s'intéresser à la fiscalité, il faut s'intéresser à qui va hériter, quels sont les droits de mes enfants, quels sont les droits de mon conjoint. Et ces droits-là, ils changent selon les pays. Au Portugal, ils sont assez différents. Par exemple, les réserves héréditaires pour les enfants ne sont pas les mêmes au Portugal qu'en France. Au Portugal, le conjoint est réservataire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déshériter, que vous ayez des enfants ou non. En France, ce n'est pas le cas. En France, quand on décède, le conjoint il peut choisir de garder la totalité du patrimoine en usufruit. Au Portugal, il n'a pas ce choix-là. Donc, ce qu'il faut, c'est définir ce qu'on veut qui se passe à son décès et voir si on veut que ce soit le droit français qui s'applique ou le droit portugais. Par défaut, depuis quelques années, le droit qui s'applique, c'est celui du pays de la dernière résidence. Donc, si vous êtes résident fiscal portugais, ça va être le droit portugais. Mais vous avez le droit d'opter pour autant pour le droit français. Encore faut-il le mentionner. C'est le mieux, souvent, c'est d'opter pour… on peut très bien opter pour le droit français pour le traitement civil de la succession et être exonéré de droit de succession après fiscalement, c'est pas lié. Mais le mieux, en tout cas, c'est de faire un testament quand vous partez au Portugal qui indique le droit que vous souhaitez appliquer à votre succession. L'autre point qui peut être, sur lequel il faut avoir éventuellement un point de vigilance, c'est celui du régime matrimonial.
surtout pour les personnes qui sont mariées entre septembre 92 et septembre 2019. Si on n'a rien défini, il y a un système qui fait que si vous partez habiter si vous habitez plus de 10 ans dans un autre pays, c'est le régime matrimonial de ce pays qui va s'appliquer et plus le régime français. Donc là encore, on peut prendre les mesures pour définir les règles à appliquer en cas de divorce, en cas de décès, sur le plan du régime matrimonial. Donc l'autre question, une fois qu'on a vu les aspects fiscaux et civils, l'autre question qu'on va se poser assez rapidement quand on s'expatrie, c'est quoi faire de ces placements français. La première est de son patrimoine français. Le premier sujet qui vient en général, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces biens immobiliers, notamment de sa résidence principale. Est-ce que je la vends? Est-ce que je la garde comme pied à terre? Est-ce que je la mets en location? Si je la mets en location, est-ce que je la loue nue? Est-ce que je la loue meublée? Bon, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de réponse toute faite sur des aspects patrimoniaux. Il faut voir la situation. Avec l'immobilier, en plus, il y a souvent un affect très fort qui fait qu'on ne prend pas toujours des décisions rationnelles sur les biens. Les éléments qu'on peut avoir en tête, d'abord, comme j'ai dit, c'est que les biens que vous gardez en France, ils vont rester imposés en France, que ce soit pour l'impôt sur la fortune, que ce soit pour les revenus fonciers. Ce n'est pas forcément grave puisque finalement, c'est plus avantageux en tant qu'expat que quand on est français. L'autre point, c'est comme on l'a vu, si on veut être considéré comme résident portugais, il ne faut pas garder de résidence habituelle en France, donc pas garder de biens dont vous avez la disposition, sinon on peut aller sur des critères plus compliqués pour définir la résidence fiscale. Et enfin, si on garde un patrimoine important en France, on est sûr de ne pas pouvoir bénéficier de l'exonération de droits de succession. Donc ça, c'est la première chose concrète. Ensuite, pour moi, il faut prendre des décisions objectives. Donc, il faut regarder au cas par cas la rentabilité de vos biens et il faut regarder la rentabilité nette, c'est-à-dire après les charges que vous avez, après les impôts, et voir donc si les revenus complémentaires des loyers que vous avez sont proportionnels au montant de patrimoine qui est immobilisé dans ce bien. Donc, est-ce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire en termes de rentabilité et de rapport de stockage de valeur, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes? Enfin, si on est dans un sujet de départ à la retraite, l'immobilier, il n'y a pas mieux pour développer un patrimoine puisque c'est le seul actif pour lequel on peut emprunter. Donc, on peut développer un patrimoine personnel qui va être financé en grande partie par ses locataires. Quand on arrive à la retraite, on n'est plus en phase de développement patrimonial. En général, on veut simplifier son patrimoine pour avoir le moins de contraintes possible et pour avoir, si on a besoin de revenus complémentaires, pour avoir des revenus réguliers. Mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés de gérer un patrimoine à distance, même sur les solutions clés en main. Quand on met son patrimoine en gestion à des agences, ça demande une petite implication personnelle. Et on le voit de plus en plus parce que les agences qui gèrent vos biens, comme tout le monde, elles ont de plus en plus de difficultés à recruter des personnels qui soient impliqués. Cela dit, c'est évidemment important d'avoir de l'immobilier dans son patrimoine. Donc après, à voir comment vous le détenez et à voir si c'est vos biens que vous conservez ou pas. Quand on part à l'étranger, vous savez que quand on vend sa résidence principale, on bénéficie d'une exonération d'impôt sur la plus-value. Vous avez aussi le droit à cette exonération quand vous partez et vous pouvez en bénéficier jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit votre départ. Donc, on n'est pas obligé de la vendre tout de suite, on peut la vendre après et bénéficier de cette exonération. Par contre, si vous avez mis votre résidence principale en location pendant 1 an, 2 ans et qu'après vous décidez de la vendre, là, l'exonération, elle ne s'applique plus, donc vous devrez payer l'impôt sur la plus-value. Autre chose, si vous conservez un bien à disposition, ça devient une résidence secondaire. Dans ce cas, vous allez avoir des charges beaucoup plus élevées. Notamment, vous allez avoir une majoration de 40% de la taxe foncière en France. Et dernier point à savoir sur l'immobilier, là, qui est plutôt un avantage pour les non-résidents, c'est que quand vous êtes résident à l'étranger, sur la première vente de biens immobiliers que vous faites en France dans les 10 ans suivant votre départ, outre la résidence principale, vous allez avoir un abattement de 150 000 € sur la plus-value. Donc ça, c'est quelque chose que seuls les expatriés ont. Donc, voilà, il n'y a pas forcément de réponse, c'est à regarder au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que si on veut
on est quand même dans un contexte où les prix de l'immobilier sont hauts, où il y a une inflation qui est là. Donc ça, c'est plutôt bien par contre parce qu'il y a une indexation des loyers sur l'inflation. Donc plus il y a d'inflation, plus vos revenus vont être importants. On est dans un contexte de hausse de taux qui peut avoir un impact sur la valeur des biens immobiliers. Voilà, à voir. Pour ce qui est de l'épargne financière, donc sur le principe, vous pouvez garder sur le principe légal, vous pouvez garder toute votre épargne en France, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il faudra clôturer, c'est le livret d'épargne populaire et le livret de développement durable, parce que ça, vous n'avez pas le droit de les détenir en tant que non-résident. Pour ce qui est du plan épargne action, qui, je le rappelle, en France, permet de bénéficier d'exonération d'impôts sur les plus-values quand on détient les titres dans le cadre de ce plan et après 5 ans. Vous pouvez les conserver, ils ne sont pas clôturés automatiquement, mais par contre, ils ne joueront plus leur rôle. Parce que si vous êtes au Portugal et vous vendez des titres, vous serez imposé sur les plus-values au Portugal au taux de 28%, qu'ils soient dans le PEA ou non. Donc, ça veut dire, pour moi, on peut réfléchir à mettre ces sommes dans d'autres enveloppes, par exemple sur contrat d'assurance vie, idéalement luxembourgeois, mais on peut aussi le conserver. Si vous projetez de revenir en France par la suite, c'est un peu bête de fermer un plan sur lequel vous bénéficiez d'avantages fiscaux. Pour ce qui est des plans épargne retraite, et là, il y a une stratégie intéressante à avoir si vous partez au Portugal dessus. Donc, le plan épargne retraite, pour rappel, c'est quelque chose qui fonctionne comme l'assurance vie en termes de placement. On peut avoir un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. La différence, c'est que l'argent qu'on verse dessus, il va être bloqué jusqu'à la retraite. Bon, il y a quelques clauses pour sortir avant, mais ce n'est pas toujours intéressant fiscalement de toute façon. Donc, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite et ça vous donne une réduction d'impôt assez importante l'année du versement. Ça donne une réduction d'impôt équivalente à votre tranche marginale d'imposition. Donc, quelqu'un qui est imposé à 30% en France, s'il verse 1 000 € sur un plan épargne retraite, il économise 300 € d'impôt l'année du versement. Quelqu'un qui est dans une tranche à 41%, s'il verse 1 000 €, il économise 410. S'il verse 10 000, il économise 4 000 € d'impôt. Sur le principe, ce n'est pas une exonération définitive, c'est juste un différé de l'impôt dans le temps, parce qu'on va vous réimposer quand vous serez à la retraite, l'année où vous allez sortir le capital. Il y aura quand même souvent un gain parce que quand on est à la retraite, on a moins de revenus, donc on est moins imposé, donc il y a un différentiel. Néanmoins, ce n'est pas une exonération définitive. Si vous partez au Portugal, vous êtes retraité, vous voulez débloquer votre plan épargne retraite, vous retirez le capital. Ce capital, il va être considéré comme des pensions, donc il va être imposé à 10%, comme vos retraites, au lieu d'être assez fortement fiscalisé en France. Donc là, vous avez une opportunité, en fait, qu'ont pas les résidents français, l'opportunité de profiter des réductions d'impôts en versant sur votre PER, en ayant la quasi-certitude de ne pas payer un impôt, de payer seulement 10% d'impôts au moment où vous allez les retirer, au lieu d'être de nouveau réimposé. Je précise juste que le plan épargne retraite, on n'est de toute façon pas toujours obligé de retirer son capital. On peut aussi utiliser le PER dans le cadre d'une stratégie de transmission. Donc, typiquement, pour les résidents français, ils défiscalisent à l'entrée, ils ne retirent jamais le capital. Au décès, les sommes sont transmises au conjoint sans aucun droit et finalement, il n'y a aucune fiscalité qui a jamais été payée sur ces sommes. Voilà, pour ce qui est des autres placements, il n'y a pas tellement de contraintes. Le point où il faut être attentif, c'est les contrats d'assurance vie. Donc, les contrats d'assurance vie au Portugal, ils sont tout à fait reconnus. C'est un système qui existe au Portugal. Néanmoins, quand on s'expatrie, on conseille fortement de privilégier des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois plutôt que des contrats français. Alors en fait, on le conseille à tout le monde, mais c'est particulièrement vrai quand on s'expatrie. La raison principale, c'est que les contrats luxembourgeois, ils vont avoir une adaptabilité fiscale. Il y a 3 raisons en fait. C'est la sécurité, la neutralité fiscale, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, et la gestion qu'on peut avoir à l'intérieur qui va être beaucoup plus riche, un accès à beaucoup plus de solutions que dans un contrat français. Mais un des points importants, c'est que donc, quand vous avez un contrat portugais, où que vous alliez dans le monde, la fiscalité du contrat va s'appliquer va s'adapter au lieu de résidence. Donc, vous partez au Portugal, c'est les règles portugaises qui s'appliquent. Vous partez en Italie, c'est les règles italiennes. C'est automatique. Quand vous avez un contrat français,
vous allez toujours être attaché à la France. Si vous faites un retrait sur votre contrat en France, vous allez toujours avoir un prélèvement en France. Si vous décédez, votre argent, il est en France. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est très important, c'est l'aspect sécurité. Il n'y a pas d'enveloppe plus sécurisée que le contrat d'assurance vie luxembourgeois pour y loger ses actifs. Vous le savez sans doute, quand on ouvre un contrat d'assurance vie en France, l'argent qu'on place, en fait, il est placé dans les comptes de l'assureur, il est dans le bilan de l'assureur, et ça veut dire que si l'assureur fait faillite, potentiellement, vous pouvez perdre votre argent. Il y a un fonds de garantie qui couvre ce risque-là à hauteur de 70 000 € par assuré et par compagnie. Néanmoins, ce fonds de garantie, il n'est de toute façon pas pourvu pour affronter une telle situation. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se passer, mais par exemple, si un jour il y avait un État européen qui décidait de ne pas rembourser sa dette, le Portugal décide de ne pas rembourser sa dette, l'Italie décide de ne pas rembourser sa dette, ça aurait un impact très fort sur les fonds euros à capital garanti des assureurs et ça pourrait entraîner des difficultés financières importantes. Quand on met son argent au Luxembourg dans un contrat luxembourgeois, ce n'est pas du tout le même système. Il y a ce qu'on appelle un triangle de sécurité. Votre argent, il n'est pas dans les comptes de l'assureur, il est dans un compte courant auprès d'une banque dépositaire. Et ce compte au sein de la banque est ségrégué, il n'est pas inclus dans les autres actifs de la banque. Donc, si l'assureur fait faillite, en gros, il n'y a aucune incidence sur votre argent. Il y a un contrôle très strict à la fois des assureurs, à la fois des banques dépositaires qui est réalisé par l'État luxembourgeois via un commissaire aux assurances. Et puis, il y a ce qu'on appelle un super privilège. Ça veut dire que si tout se passe mal, si l'assureur fait faillite, la banque fait faillite, l'État luxembourgeois s'écroule, vous restez parmi les gens prioritaires à être remboursés par l'assureur, à récupérer votre argent. Vous êtes les premiers qui allez récupérer votre argent avant l'État, avant les banques, avant les salariés. Alors qu'en France, dans cette configuration, on est au 6e rang, après tout le monde en gros, donc il y a très peu de chances qu'on récupère son argent. Vous avez sans doute entendu parler aussi de la loi Sapin 2, qui est une loi qui permet aux assureurs en France de bloquer les retraits, de vous empêcher de retirer votre argent pendant 1 an renouvelable en cas de crise systémique. Au Portugal, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc au Luxembourg, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc on échappe à cette loi. Donc voilà pour les aspects sécurité et pour les aspects placement. Sur un contrat français, on est obligé finalement de prendre des fonds français, enfin des fonds qui sont en tout cas listés par l'assureur. Au Luxembourg, on peut avoir accès à tous les fonds du monde, on peut avoir ce qu'on veut, on peut avoir des actions en direct, on peut avoir accès à du private equity, on peut avoir accès aux meilleurs fonds de private equity mondiaux pour des tickets de 100 000 €. Et on peut vraiment faire du sur-mesure, on peut avoir des mandats de gestion confiés à différentes sociétés, donc c'est beaucoup plus large, beaucoup plus adaptable. Pour terminer, puisqu'on est sur le sujet retraite, je voudrais vous parler de quelques solutions qui peuvent être intéressantes pour avoir des revenus complémentaires. La première dont je vais vous parler, c'est le crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est quelque chose qui rentre dans la catégorie des placements très risqués. Pour l'autorité des marchés financiers, ça fait partie des placements les plus risqués. Néanmoins, tout dépend des projets dans lesquels on investit. Donc, si on a un projet, il peut y avoir des sûretés apportées avec les projets. Donc, le principe, c'est de financer des entreprises sur des projets donnés. On fait la banque, on leur prête de l'argent. C'est des projets qui vont durer entre 2 et 6 ans. Vous prêtez votre argent. Pendant la durée, vous avez un intérêt qui va être entre 6% et 10% selon les projets. Et à la fin de la période, vous êtes remboursé. Donc finalement, concrètement, votre argent il est bloqué 2 ans, 5 ans, 6 ans. Vous avez un intérêt qui tombe sur votre compte tous les mois ou tous les ans. Et à la fin, vous récupérez votre capital. Le risque, c'est de ne pas récupérer son capital à la fin, que le projet se passe mal, que l'entreprise passe faillite, qu'elle ne puisse pas vous rembourser et que vous ne récupériez pas votre argent. Donc ça, ce risque, il va être limité par la sélection des projets. Sur ce type de placement, pourquoi c'est intéressant si vous êtes au Portugal ? Vos intérêts que vous percevez vont être assez faiblement fiscalisés dans le cadre du statut RNH, puisque vous allez être imposé simplement à 12% sur les intérêts au lieu de 30%. Donc, nous, on propose à nos clients d'investir sur 2 types de projets. Donc, d'abord, sur du crowdfunding immobilier.
Pourquoi? Parce que c'est des projets qui permettent d'avoir un certain nombre de garanties. Concrètement, vous financez des promoteurs immobiliers sur des opérations de marchand de biens, sur des opérations de transformation d'immeubles. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre des garanties sur le bien lui-même, on va pouvoir prendre des garanties sur la holding du promoteur, sur le patrimoine immobilier qu'il a déjà existant. Et très souvent, vous avez des garanties sur le patrimoine personnel des dirigeants. Donc, il y a tout un certain nombre de niveaux de sûreté qui font qu'il y a un risque qui reste, mais ce n'est pas comme si on investissait dans des boîtes de tech, dans des startups. L'autre axe qu'on aime bien, c'est celui des énergies renouvelables. Donc, financer des projets de centrales biogaz, de centrales de méthanisation, c'est quelque chose qui est quand même assez porteur dans le contexte actuel, guerre en Ukraine, besoin d'indépendance énergétique, réchauffement climatique, besoin d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un petit schéma qui montre comment ça se passe. Quelqu'un qui investit 100 000 euros, pendant toute la durée du projet, tous les mois, il va recevoir entre 400 et 700 euros sur son compte et en fin de projet, il est remboursé. Le minimum, bien sûr, ce n'est pas 100 000 euros pour ce type d'investissement, ça peut se faire à partir de 5 000, 10 000 euros. L'autre solution qui peut avoir un attrait en ce moment, c'est d'investir dans des fonds d'obligations à haut rendement. Donc, c'est un peu le même principe que le crowdfunding, mais à plus grande échelle et beaucoup plus diversifié. C'est-à-dire que vous allez investir dans un fonds qui, lui, va prêter son argent en souscrivant des obligations de grandes entreprises. Donc, concrètement, il prête de l'argent à des entreprises comme Picard, Avis, Renault, Airbus, LVMH. Mais c'est le même système. On prête de l'argent, on a un intérêt pendant toute la durée de l'obligation et à la fin, on est remboursé. Donc, c'est une classe d'actifs en fait, où on a une visibilité sur les revenus qu'on va avoir et sur le capital qu'on va avoir à la fin. Il y a eu, comme on est dans un contexte de hausse des taux, il y a eu un crack obligataire depuis le début de l'année sur ces segments de marché. Et autant quand les actions, ça se casse la gueule, on ne sait jamais quand ça va remonter. Autant quand une obligation baisse de 20%, on sait que mécaniquement, plus on avance dans le temps, plus on va revenir au prix initial et en plus, on va avoir le gain de ses intérêts. Donc là, il y a vraiment une opportunité par rapport au contexte aujourd'hui à investir sur cette classe d'actifs en fait. Et ça peut se faire pour quelqu'un qui a un horizon de placement de 2 ans, 3 ans, on peut investir sur des fonds qui ont des rendements embarqués de l'ordre de 6-7% aujourd'hui pour un risque qui est assez limité pour quelqu'un qui a un horizon de placement de 2 ans, 3 ans. Dernière solution qui est toujours intéressante à notre sens aujourd'hui, c'est d'investir dans l'immobilier via des SCPI, donc pour bénéficier de loyers de manière simple. Donc, pour rappel, les SCPI, ça permet d'investir dans l'immobilier sans contrainte, de manière diversifiée. Simplement, il faut choisir des SCPI qui soient bonnes et à la fois par le passé, mais surtout dans le futur, dans le contexte, dans l'environnement qu'on va affronter et traverser aujourd'hui. Donc, pour nous, il faut privilégier des SCPI internationales qui soient récentes pour pouvoir acheter des biens aux conditions de marché d'aujourd'hui et de demain sans être grévé en fait, par un patrimoine immobilier qui aurait été acheté trop cher par le passé, mais néanmoins géré par des sociétés de gestion qui ont fait leurs preuves sur le long terme, donc qui ont un bilan et qui ont montré qu'elles savaient gérer les SCPI avec performance et avec transparence, notamment pendant la période Covid qu'on a traversée. Le fait d'être sur des SCPI internationales, ça permet d'éviter d'avoir des biens en France et donc d'éviter d'être soumis à la fiscalité française et ça permet d'être extrêmement diversifié en termes de zones géographiques et en termes de classes d'actifs. Donc, à mon sens, une combinaison éventuelle de ces 3 solutions peut être intéressant pour générer des revenus complémentaires, sachant que là, c'est des solutions où vous avez quelque chose qui tombe sur votre compte tous les mois, mais finalement, avoir son patrimoine dans une assurance vie qui se valorise et faire des retraits réguliers, c'est aussi un moyen d'avoir des revenus complémentaires. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.